Le Rassemblement national est l'une des composantes politiques, bien sûr, qui est invitée vendredi à Matignon, autour du président de la République. Donc ce sera des entretiens les uns après les autres, successivement. Ils vont commencer, d'après ce que j'ai compris, par le principal groupe de députés, c'est-à-dire le nouveau Front populaire, même s'il n'est pas uni. Puis ensuite, ça devrait être vous, en toute logique. Numériquement, ça devrait être vous en numéro 2. Je l'imagine. Alors c'est le président de la République qui décide ça. Il n'y a pas vraiment de critères en l'occurrence, puisqu'il explique qu'ils accueillent le plus gros groupe, mais ils accueillent les chefs de parti. Et à ma connaissance, le parti qui a obtenu le plus grand nombre de voix, avec 11 millions de voix lors des élections législatives, plutôt que 8 ou 9 du nouveau Front populaire au complet, c'est quand même le Rassemblement national. Et je pense que Emmanuel Macron doit en prendre conscience. On a fait une campagne pour régler des sujets sur la sécurité, sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat. On avait proposé un audit sur les finances publiques dans notre pays. Et je pense qu'il faut avoir ça à l'esprit parce que nous sommes encore une fois le premier parti de France et je crois que nous sommes la seule alternative aujourd'hui à Emmanuel Macron. Enfin, c'est pas ça que vos représentants vont dire au président de la République. Vous n'allez pas lui refaire la campagne et les thèmes de campagne. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Vous allez lui dire quoi ? Vous allez lui dire que Madame Castet à Matignon, il n'en est pas question. Vous allez lui dire quoi à propos du futur gouvernement ? D'abord, je suis assez étonné que Madame Castet soit acceptée, accueillie à l'Élysée. Dans la mesure où elle n'est ni députée, dans la mesure où elle n'est pas présidente de groupe à l'Assemblée nationale, dans la mesure où elle n'est pas chef de parti, je suis assez étonné que Lucie Castet soit acceptée. Concernant le Rassemblement national, nous avons un programme qui est clair. Nous avons souhaité gouverner ce pays en juillet dernier, avoir une majorité absolue. Cela a été empêché par une alliance entre Emmanuel Macron et l'extrême gauche, qui fait qu'aujourd'hui, personne n'a de majorité. Donc le responsable de cette situation, il s'appelle Emmanuel Macron. Alors qu'est-ce que vous allez lui dire au chef de l'État, puisqu'on voit que la gauche prétend à gouverner, qu'Emmanuel Macron se tourne plutôt vers des personnalités de centre-gauche, de centre-droit pour nommer un Premier ministre. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Est-ce que ça ne va pas être un dialogue de sourds un petit peu entre le Rassemblement national et Emmanuel Macron ? D'abord, nous allons lui rappeler un bilan. Ça fait quand même 7 ans qu'il est aujourd'hui au pouvoir. Mais des rendez-vous comme ça, il y en a eu plusieurs déjà. Donc comment vous pouvez faire avancer les choses ? C'est ça le problème. C'est qu'il y en a eu plusieurs. On se souvient des rencontres de Saint-Denis, où Emmanuel Macron avait par exemple avancé un référendum sur l'immigration. Où est-il ? On ne sait pas. Emmanuel Macron avait avancé un référendum sur la réforme des retraites entre les 2 tours de la présidentielle. Ça n'a pas été fait. Donc, si vous voulez, je ne suis pas certain que ce type de rencontre, finalement, soit fructueuse. En tout cas, nous sommes cohérents. Nous avons un programme qui est cohérent, qui est clair. Nous avons, je crois, une vision qui est la plus réaliste sur l'insécurité que vivent les Français, sur l'immigration, évidemment, sur le pouvoir d'achat. Vous avez vu encore ce matin un chiffre, 4 Français sur 10 ne sont plus partis en vacances, ne partent plus en vacances. Donc, il y a de réels problèmes. On a une rentrée scolaire qui approche. Est-ce que tous les élèves vont avoir un professeur ? Est-ce que les professeurs vont être respectés ? Vous savez que dans notre pays, il y a un professeur sur 2 qui s'autocensure, par exemple pour parler de laïcité. C'est un véritable problème sur des sujets fondamentaux qui font le socle de la nation. Donc ces sujets-là, nous allons lui en parler effectivement. Et évidemment, la question budgétaire viendra évidemment sur la table. Andrea Cotarac, c'est drôle ce que vous dites parce que à propos justement des vacances des Français, hier matin, il y avait une députée LFI de Seine-Maritime qui était assise à votre place, qui a dit presque mot à mot la même chose. C'est-à-dire qu'il y a 4 Français sur 10 qui sont pas partis en vacances. Donc, ce qui me fait penser que vous avez forcément des points de contact avec LFI et donc peut-être approuvez-vous l'initiative de LFI de tenter de lancer une procédure de destitution du président qui a été sabrée aussitôt par les 3 autres composantes du nouveau Front populaire. Mais d'ailleurs, Bompard hier a dit « mais non, mais pas du tout, ça peut tenir le coup, il ne faut pas croire qu'on part perdant, etc. » Sur le principe, vous approuvez ou pas ? Non, évidemment. Vous soutiendriez ? En réalité, vous le savez comme moi, et vous avez répondu à la question, cette procédure n'aboutira pas. Elle n'aboutira pas. Puisqu'il faut réunir un certain nombre de parlementaires, sur le symbole quand même, de dire on ne peut pas laisser Emmanuel Macron... Non, en réalité, pourquoi est-ce que la France Insoumise fait cela ? D'abord pour qu'on parle d'elle, préparer la rencontre politique, c'est une évidence, mais aussi pour faire oublier une chose, c'est que la France Insoumise et le nouveau Front populaire ont contribué à toutes les victoires d'Emmanuel Macron depuis 2022, absolument toutes les victoires. Pour destituer un président de la République, il a fallu quand même l'instituer, c'est-à-dire l'élire. Qui a appelé à voter pour Emmanuel Macron ? La France Insoumise, le Parti Socialiste, le Parti Communiste et Europe Écologie Les Verts. Ensuite, en contrepoint du RN, qui voulait, il disait surtout pas le RN, donc votez Macron. Quand vous avez 2 bulletins de vote et que vous dites on ne veut pas de Marine Le Pen, vous votez pour Emmanuel Macron. Oui. Et pire, aujourd'hui, parfois vous faites le choix du moins pire dans vos votes à l'Assemblée nationale. Ça a continué. Madame Castet dit ma priorité, c'est d'abroger la réforme des retraites, la loi Borne.
Mais attendez, il y a moins d'un mois aux élections législatives, si Madame Borne a été réélue députée de la Nation, c'est grâce à la France Insoumise qui s'est désistée. Si Monsieur Darmanin a été réélu député, c'est grâce à la France Insoumise. Donc si vous voulez, le nouveau Front Populaire a créé une alliance avec Emmanuel Macron, a une fois de plus sauvé la Macronie dont on annonçait au mois de juin qu'elle était en mort cérébrale. Tout ça, c'est grâce au nouveau Front Populaire. Pire, Aurélien Rousseau, l'ancien ministre de la Santé d'Emmanuel Macron, qui avait coécrit la loi travail, qui avait coécrit la loi de la réforme des retraites, a été investi, est aujourd'hui un député du nouveau Front Populaire. Donc vous voyez très bien, et je pense que les Français le savent, que cette tartufferie, ces politiques aigries, ils le voient, et que la seule alternative crédible, raisonnée, raisonnable aujourd'hui à Emmanuel Macron pour la France de demain, c'est évidemment Marine Le Pen. Sur cette histoire de destitution, tout de même, Marine Le Pen fait elle aussi le pari du départ d'Emmanuel Macron. Elle le dit depuis même avant le résultat des élections législatives. Elle prend le pari qu'Emmanuel Macron démissionnera en cas de blocage politique, qui finira par partir avant 2027. C'est quoi la différence au final entre le RN et LFI quand on a l'impression que vous, comme la France Insoumise, se projette déjà sur des élections présidentielles et joue la carte suivante? C'est quand même bien différent parce que Marine Le Pen dit que si la confiance entre le peuple français et le président de la République n'est plus là, et heurtée et abîmée, et que l'écart est trop grand, eh bien effectivement le président de la République devra démissionner, comme ça a été le cas avec le général de Gaulle par exemple sous la Ve République. Vous souhaitez la même finalité que la France Insoumise au final? Excusez-moi, Emmanuel Macron est le responsable de ses propres turpitudes. Il fait alliance avec l'extrême gauche. Il empêche le RN d'avoir une majorité absolue, d'avoir des institutions stables, d'avoir un cap pour les Français, de résoudre leurs problèmes. C'est quand même ça la finalité. Sécurité, immigration, pouvoir d'achat. Il fait alliance. Le résultat, c'est que personne n'a la majorité. C'est que l'extrême gauche a ressuscité à la fois M. Hollande, le Parti socialiste, mais surtout la Macronie, et que aujourd'hui il est bloqué finalement puisque personne n'a la majorité. Alors moi je veux bien qu'il aille chercher M. Bertrand, sorte de Hollande de gauche, Mme Pécresse, mais prenons du recul. Hollande de droite. Hollande de droite. Prenons un petit peu de recul, c'est-à-dire qu'on oublie qu'aux élections législatives, on a quand même eu un record de participation. Oui. C'est quand même une victoire pour la démocratie. De nombreux Français se sont massivement déplacés aux urnes parce qu'ils voulaient un changement, et qu'aujourd'hui, on leur propose Madame Pécresse, qui a fait moins de 5% présidentiel, Monsieur Xavier Bertrand, qui a même perdu la primaire au sein de son propre parti. Je veux dire, c'est pas sérieux. Nous préparons l'après-Macron avec raison. Et la raison aujourd'hui et l'alternative, c'est évidemment, je le répète, Marine Le Pen. Est-ce que, excusez-moi, il y a encore peut-être un point de contact. LFI dit ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire cette attente interminable d'un nouveau gouvernement et d'un Premier ministre à Matignon, alors que nous, on a un nom, etc., etc., c'est un coup de force institutionnel de Macron contre la démocratie. Est-ce que cette terminologie vous convient? Est-ce que vous pensez que le président fait un coup de force institutionnel? Emmanuel Macron gagne du temps, c'est une évidence. Et fait perdre du temps aux Français et probablement au futur gouvernement et probablement aux députés dans la préparation du projet de loi de finances et du budget. Ça, c'est une évidence. Et on est tous d'accord. D'ailleurs, sa rencontre qu'il a prévue là, le 23 août, c'était aussi, je l'imagine, pour gagner une semaine de plus. Ceci étant dit, on a quand même une grosse différence avec la France Insoumise, puisque vous insistez là-dessus. C'est l'attachement aux valeurs républicaines qui sont une valeur constitutionnelle. Moi, quand je vois que la France Insoumise a manifesté avec des islamistes du CCIF, qui depuis est une organisation dissoute pour justement radicalisme islamiste, je me dis qu'il y a un véritable problème. Je me dis que Jean-Luc Mélenchon, qui nous expliquait en 2010 que le voile était un problème dans notre pays, s'accorde aujourd'hui à dire que ce n'est pas un problème. Je vois que Jean-Luc Mélenchon, qui expliquait qu'il fallait défendre la laïcité au sein de nos établissements scolaires, et notamment interdire, ce qu'il disait à l'époque, l'abaya ou le camis, je vois qu'aujourd'hui, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, je vois, y compris dans leur collectivité, avec Europe Écologie Les Verts, qui à Grenoble, le maire Éric Piolle s'est roulé par terre pour faire accepter le burkini envers et contre tous, y compris envers la justice administrative. Donc, on ne peut pas aujourd'hui offrir les rênes et le gouvernement à une extrême gauche qui ne respecte pas le socle républicain et finalement ce qui nous rassemble tous, vous et moi, quelles que soient nos opinions politiques. Mais donc pas de déni démocratique, pour reprendre les mots de la France Insoumise. Emmanuel Macron n'est pas le président le plus attaché à la démocratie.
Ça, vous n'allez pas me le faire dire. Et je vous ai dit tout à l'heure, il a promis une réforme sur les retraites, il ne l'a pas fait. Il avait promis, il avait laissé entendre. Il avait laissé entendre entre les deux tours de la présidentielle, quand même. C'est pas en vacances à Brégançon, entre les deux tours de la présidentielle. Il avait avancé un référendum sur l'immigration qu'il n'a pas fait. Il avait même avancé un référendum sur l'environnement, souvenez-vous, après la Convention climat, qu'il n'a pas fait. Donc, je ne vais pas vous dire qu'Emmanuel Macron est le président de la République le plus attaché à la démocratie, d'autant plus que quand vous proposez un référendum sur les retraites entre les deux tours de la présidentielle et que ça finit par une vingtaine de 49-3, on voit que même son résultat est inefficace en la matière. Est-ce que vous redoutez éventuellement, Andréa Cotarac, que si le futur Premier ministre déplaît souverainement au nouveau Front populaire, parce qu'il ne vient pas de ses rangs, et notamment à LFI, le pays se retrouve à l'arrêt en 15 jours? Pourquoi ? Parce que la France insoumise voudra bloquer... oui, exactement. Je veux dire, ils peuvent très bien dire, écoutez, voilà, on n'a pas reconnu le résultat dans les urnes, donc nous, on bloque tout, terminé. Mais la France insoumise ou le nouveau Front populaire sont étonnants. Oui. Parce que, je vous prends l'exemple de la réforme des retraites. On avait dit, la France insoumise va tout bloquer. Le Rassemblement national leur a proposé une résolution pour un référendum, histoire d'éviter les blocages et que le peuple souverain décide. Ils n'ont pas voté. Ils ont multiplié des amendements pour bloquer les institutions, souvenez-vous. Près de 10 000 amendements ont été déposés par la France insoumise. Et finalement, ils réélisent Madame Borne et font de Aurélien Rousseau, l'artisan de cette réforme, un de leurs députés. Donc, si vous voulez, ils sont assez étonnants. Moi, au Rassemblement national, nous sommes attachés à la République, j'en parlais tout à l'heure. Nous sommes attachés au fonctionnement des institutions. Et ma foi, c'est à Emmanuel Macron aujourd'hui de se dépêtrer d'une situation dans laquelle il s'est mis tout seul. Est-ce que vous tiendrez des universités d'été, le RN ? Nous allons préparer une rentrée politique. Nous sommes aujourd'hui à nouveau le premier parti de France, confirmé par les Français. On prépare la suite, on prépare l'alternative. Nous avons la plus grande délégation de l'Union européenne au Parlement européen, le Rassemblement national. Nous sommes le parti qui avons le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Et nous allons effectivement préparer une rentrée politique des parlementaires pour préparer la suite des événements. Mais stricto sensu, pas de ce qu'on appelle une université d'été, c'est-à-dire le grand raout annuel de la rentrée avec les jeunes, voilà. Selon mes informations, pour le moment, ce seront surtout des réunions de travail à Paris, à l'Assemblée nationale. Exactement, avec des élus locaux, avec des cadres, avec des députés nationaux, des sénateurs et des députés européens. Aujourd'hui, je pense que le résultat des élections législatives, l'attente des Français, l'alternative que nous incarnons, nous oblige aujourd'hui à travailler et à être prêt à gouverner le pays demain. En tout état de cause, demain justement, Andréa Cotarac, les choses ayant déjà beaucoup duré, vous êtes sur la ligne que le président Macron doit désigner un Premier ministre le plus tôt possible, certes, mais en tout cas avant les Paralympiques, pas après les Jeux Paralympiques qui se terminent le 8 septembre. C'est ce qu'il veut, vous allez me dire. Si je lis Emmanuel Macron, ils ont dit après le 23 août. J'imagine que ce sera quand même avant octobre avec les débuts des débats sur le budget et avant Noël, espérons. Donc, je ne sais pas. C'est lui qui aujourd'hui décide. Ce que vous dites, il faut, quoi qu'il arrive, un gouvernement le plus tôt possible. Je l'espère parce que on a des institutions à faire fonctionner, on a des amendements à déposer, on a un budget à préparer. Encore faut-il que nous ayons le temps de le faire. Mais ça tourne là actuellement, avec des ministres démissionnaires, le pays fonctionne. Les trains roulent, les magasins sont pleins, ça tourne. Je suis pas sûr que les magasins soient de la responsabilité des ministres directement. En tout cas, on a des décisions aujourd'hui qui créent des problèmes, notamment dans les services publics. Quand je vois, par exemple, qu'à la rentrée, nous aurons 1500 internes en moins dans les hôpitaux, c'est une décision gouvernementale. C'est le numerus clausus qu'ils n'ont pas véritablement supprimé. Quand je vois que les soignants dans notre pays ont 10% de salaire en moins que la moyenne de l'OCDE, il y a un véritable problème qu'ils n'ont pas résolu. Quand je vois qu'on manque d'infirmiers, et notamment dans les zones transfrontalières où nos diplômés partent à l'étranger, partent en Suisse, partent en Allemagne travailler, je vois que c'est un véritable problème dans notre pays. Donc aujourd'hui, je crois que dans tous les services publics, rien ne fonctionne. Les policiers ne sont pas satisfaits, les pompiers, les professeurs, j'en parlais tout à l'heure, l'hôpital. Rien ne fonctionne, donc encore faut-il que les institutions, elles, puissent fonctionner normalement dans notre pays. Merci beaucoup, Andréa Cotarac, donc l'un des porte-parole du RN.